Venons à présent aux questions de finances personnelles avec le thème du risque de contrepartie. Pascal Sévy est à nos côtés en plateau, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Grégoire. Oui, c'est le bon moment de parler du risque de contrepartie et j'imagine que certains clients, au regard des turbulences bancaires qu'on a observées au mois de mars, qui ont fait quand même les grands titres de la presse mondiale, certains de ces clients bien avisés se sont posé la question de savoir si l'argent qu'ils déposent dans une banque, un établissement bancaire ou financier, était en sécurité et si oui, dans quelle mesure ? Absolument. La question, c'est beaucoup revenu au mois de mars. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire justement peut-être du mécanisme qui a conduit à ces turbulences bancaires et pourquoi ça se retrouve dans cette notion de risque de contrepartie ? Il y a une concomitance d'événements qui sont venus ébranler le monde bancaire. Ça a commencé avec la faillite de plusieurs banques régionales aux États-Unis, la plus connue étant la Silicon Valley Bank, et ça a continué avec le rachat express de Crédit Suisse par UBS en un week-end. Alors ces événements n'ont pas forcément de lien entre eux. Quand même sur Crédit Suisse, petite inquiétude, quand on voit un géant bancaire présent dans le monde entier, coté en bourse et qui existe depuis 1856, se faire acheter 3 milliards en un week-end, ça fait un petit peu peur. Mais il n'y a pas de lien, en tout cas, avec ce qui s'est passé sur la Silicon Valley. La Silicon Valley, en quelques mots, c'était la banque, comme son nom l'indique, des sociétés de la tech, qui était florissante. Les dépôts ont beaucoup augmenté. Et elles ont eu la très mauvaise idée d'aller placer cet argent sur des obligations à taux fixe à long terme, mais avant la hausse de taux. Et aux États-Unis, les règles comptables font que vous avez le droit d'afficher la valeur des obligations à leur prix d'achat. Donc vous ne remettez pas en fait à jour selon le marché. Donc évidemment, avec la hausse des taux, la perte latente a été extrêmement importante. Ça a fini par arriver aux oreilles des déposants qui ont retiré massivement, les obligeant à vendre les obligations à un mauvais coût. Petite ironie quand même, le 7 mars, tweet de Silicon Valley Bank, fier de dire qu'on est parmi les meilleures banques des États-Unis. Puis le 9 mars, les déposants qui retirent quand même leur argent. Et puis pour Crédit Suisse, il y a eu, c'est long d'expliquer la chose, mais il y a eu toute une série en fait de mauvaises gestions, de scandales qui ont impacté la banque. Et le jour où leur actionnaire principal, la banque saoudienne nationale, a dit qu'il ne les soutenait plus, évidemment, ça a précipité les événements. Oui, la perte de confiance, c'est la perte majeure pour une banque, effectivement, qui peut, c'est la clé. En quelques heures, disparaître si la confiance n'est plus là. Votre client ou vos clients qui se sont posés ces questions du risque de contrepartie, qu'est-ce qu'ils avaient à craindre ? Dans le sens où ils étaient sans doute pas clients de Silicon Valley Bank, Crédit Suisse c'est en Suisse. Pourquoi est-ce qu'ils se posent la question et quelles étaient leurs inquiétudes ? On craint toujours en fait un risque de contagion qui peut être extrêmement rapide. Et ceux qui ont vécu 2008, ce qui a été le cas de ce client et la faillite de Lehman notamment, se rappellent quand même de très très mauvais souvenirs. À l'époque, c'était une vraie crise de liquidité, à tel point que les établissements bancaires ne se prêtaient plus du tout d'argent entre eux. Donc quand le marché est asséchant en liquidité, il ne se passe plus rien en fait, ni pour les entreprises, ni pour les banques. Donc évidemment, cette petite réminiscence l'a incité à nous interroger et à bien comprendre en fait où était véritablement son risque. Comment on réfléchit au risque ? C'est-à-dire quand on est un client avec une surface patrimoniale un peu sophistiquée, on n'est pas non plus analyste bancaire. C'est-à-dire à quoi il faut faire attention ? Déjà, si on revient à la base, on a tous un compte, quasiment tout le monde doit avoir un compte dans une banque avec de l'argent qui est déposé dessus. Déjà là, on doit se poser la question de la solidité de la banque, parce que quand vous ouvrez un compte en banque et mettez de l'argent dessus, vous devenez créancier de la banque. C'est-à-dire que vous lui prêtez de l'argent. Donc évidemment, il faut quand même bien regarder la solidité. Après, on ne va pas non plus alarmer tout le monde. Quand même, les grandes banques qui ont pignon sur rue, qui sont réputées, qu'elles soient françaises ou des banques internationales basées en France, ont quand même des obligations de solidité financière de leur bilan. Et 2008 d'ailleurs a été tellement violente que la réglementation s'est fortement durcie. Donc aujourd'hui quand même, on ne va pas alarmer tout le monde. C'est solide, mais malgré tout, il faut savoir qu'on est créancier de la banque. Ouais. Donc ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Quels sont les mécanismes de protection, justement, quand on est déposant et donc créancier de son établissement bancaire ? En fait, il y a une loi qui est passée en 1999, c'est quand même assez récent, mais qui permet aux déposants d'être protégés en cas de faillite de leur établissement bancaire. Donc la garantie, c'est 100 000 € par banque et par déposant. Ça multiplie par 2 si jamais il y a un compte joint, et ça concerne tous les comptes que nous avons dans l'établissement. Donc typiquement, il y a des petits malins en fait, qui décident d'ouvrir des comptes bancaires à 100 000 € maximum dans différentes banques, et ça leur permet de se garantir. C'est même très malin. C'est même très malin. Alors on a peut-être moins de poids vis-à-vis de ces banques.
Ouais, et puis il faut les gérer quand même derrière, ça augmente les frais, Oui. mais ceux qui sont très anxiogènes, il y a des coups de friction. Il y a des coups de friction, mais les personnes très anxiogènes peuvent quand même passer par ce mécanisme-là. Qu'est-ce qu'il en est des autres types de dépôts qui ne seraient pas juste des dépôts bancaires sur un compte courant standard, traditionnel? Alors en fait, cette loi, elle prend les comptes courants, les comptes à terme et les comptes sur livret, mais on ne le sait pas toujours. Le compte espèce de votre PEA ou de votre compte titre est également concerné. D'accord. On n'y pense pas forcément. Okay. Donc ça, c'est garanti dans les 100 000. Après, il y a trois autres types de comptes qui sont exclus de ce mécanisme. Le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire. Ils sont garantis également dans les mêmes mécanismes, mais par l'État cette fois. Donc c'est un deuxième, en fait, 100 000 qui vient s'ajouter, ça ne rentre pas dans ce plafond-là. Comment est-ce qu'on se protège au-delà des 100 000 euros qui sont garantis? Partant de l'idée que tout le monde ne va pas mettre juste des comptes à 100 000 euros dans toutes les banques. Quand on a plusieurs fois 100 000 euros en épargne, ça peut être un peu compliqué. Vous l'avez dit, comment on assure quand même une forme de protection au-delà des 100 000 euros? Déjà, il y a une chose très simple à faire. Ça c'est la bonne nouvelle et accessible un peu à tout le monde. On l'a compris, quand on a l'argent sur le compte bancaire, on a ce risque en fait de contrepartie et en plus on n'est pas rémunéré. Donc c'est quand même pas très sympa. Une chose très simple. Ça paraît très simple, mais il faut quand même bien regarder les termes des fonds. Mais on peut investir dans un fonds monétaire. C'est intéressant aujourd'hui parce que justement, le fonds monétaire, le rendement va suivre les taux directeurs. Donc aujourd'hui, on va se rémunérer en rendement instantané un peu plus de 3%. Et ça suit les mouvements, les décisions de la Banque Centrale Européenne. Quand elle monte ses taux, votre fonds va aussi voir son rendement augmenter. Alors attention, c'est vrai à l'inverse aussi. C'est pas l'ambiance du moment. Il y a pas de, pour le moment, le consensus n'est pas du tout sur une baisse de taux. Et là, c'est avantageux puisque non seulement vous avez un titre de propriété, puisque vous possédez des parts de ce fonds-là, donc vous sortez de ce risque en fait de créancier, et en plus vous êtes rémunéré. Et c'est quand même très liquide au jour le jour. Donc si jamais il y a une tendance inverse des taux notamment, vous pouvez décider d'en sortir. Dans un produit monétaire, alors, on n'a plus le risque de contrepartie ou le risque de la faillite de l'établissement bancaire, mais on a d'autres risques de contrepartie, j'imagine, Pascal. Oui, parce qu'il y a quand même une société émettrice des parts du fonds. Mais on a un titre de propriété, donc c'est un autre type de risque. Alors bien sûr, si la personne qui gère le fonds monétaire fait faillite, c'est quand même un problème, ou le dépositaire. C'est pour ça qu'il faut bien regarder tous les termes, en fait. Mais néanmoins, c'est un meilleur moyen de se rémunérer et de se protéger par rapport à ce risque premier de créancier. Je comprends. Donc quand on investit, quand on place son argent, on s'exonère d'un certain nombre de risques. Et on en trouve d'autres. Et voilà. Mais évidemment, c'est toujours le même sujet. Mais du coup, à quel type de risque est-ce qu'on fait face quand on place son argent sur des produits monétaires ou autres? En fait, ça dépend vraiment des instruments financiers. Donc là, on l'a vu sur le cash. Si on parle en une seconde du certificat de dépôt, le certificat de dépôt, ça vous permet là aussi de placer votre argent à un taux connu à l'avance, une maturité connue à l'avance. Donc pour cette immobilisation de votre cash, on va vous rémunérer un peu mieux. Vous avez là aussi le risque de contrepartie de la banque émettrice. Vous allez aussi porter un risque de taux, parce que si les taux augmentent, vous avez quand même un manque à gagner. Et il y a un risque de liquidité aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché secondaire. Si on va un cran plus loin sur des obligations, c'est exactement les mêmes risques en fait que vous portez, parce qu'il y a un risque d'émetteur puisque vous êtes créancier de l'obligation en fait que vous portez. Néanmoins, on peut se prémunir un peu de ce risque en achetant par exemple un fonds obligataire, puisque vous mutualisez votre risque d'émetteur à ce moment-là, et vous pouvez choisir d'aller sur un fonds qui a une spécificité, par exemple d'investir que dans des produits, des obligations de bonne qualité. Voilà. Après, si on passe aux actions, cette fois-ci, il n'y a plus de risque de contrepartie puisque vous êtes, de risque d'émetteur. Vous êtes propriétaire de titres. On en a parlé tout à l'heure. En plus, on peut participer aux AG et en plus, on peut avoir le dividende si jamais l'entreprise en distribue. Le risque principal, c'est la volatilité. On peut pas l'éliminer. On peut le réduire. Pareil, en mutualisant aussi son investissement, si le gérant du fonds est bon, plus on a d'actions et plus on peut se dire que la volatilité attachée sera un petit peu... oui, il y a des stratégies pour gérer la volatilité sur les marchés actions. Absolument. Et après, les produits structurés aussi qui sont très à la mode en ce moment portent également un risque d'émetteur. Bon, il y en a d'autres aussi, mais le risque principal est quand même là. Donc il faut bien faire attention. Qui est la banque qui émet mon produit? Parce que c'est équivalent de détenir une obligation bancaire. Bien sûr, non, mais c'est des rappels importants, effectivement, dans cette période. On a parlé de
l'ensemble des produits bancaires ou qu'on peut retrouver effectivement dans des réseaux bancaires. L'assurance vie, placement préféré des Français. Qu'en est-il en matière de risque de contrepartie? Il y a un assureur derrière. Est-ce que là aussi, il y a des protections qui existent? Alors déjà, quand on souscrit un contrat d'assurance vie, on porte un risque de contrepartie total, puisqu'en fait, votre argent appartient à l'assureur. Donc oui, là aussi, vous êtes de nouveau créancier. Donc finalement, vous voyez qu'on est très généreux en tant qu'épargnant et créancier de beaucoup de monde. Et là aussi, il existe un mécanisme de protection qui permet d'assurer jusqu'à 70 000 € par assureur. Mais on pourrait y revenir sur ces mécanismes peut-être dans une autre émission sur l'assurance vie plus spécifiquement, parce qu'il faut bien comprendre aussi les tenants et les aboutissants. Encore une fois, comment est-ce quand on est particulier, alors conseiller plus ou moins, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'il y a une manière simple de s'assurer de la solidité de son établissement bancaire ou assureur sans avoir besoin de passer son CFA et de pouvoir analyser tout le bilan ou le compte de résultat de la banque ou de l'établissement? C'est sûr. Bon, quand même, il faut quand même regarder, parce que les chiffres, ils se comparent. Vous pouvez regarder quand même la taille du bilan d'une banque, le nombre de fonds propres, etc. Et après, on fait un peu comme à l'école. Donc, c'est un système qui n'est pas forcément toujours très juste. Je ne parlerai pas de la notation de Lehman juste avant sa faillite. Néanmoins, les agences de notation font un travail, en fait, justement, de mettre des ratings sur les émissions obligataires, par exemple, et sur les banques. Donc, ça va de AAA à simple C. Et ça vous permet au moins en relatif de comparer. Donc, quand vous êtes entre AAA et BBB-, c'est considéré comme des émetteurs de bonne qualité, ce qu'on appelle investment grade. À partir de BB+, et jusqu'en bas, c'est considéré comme ce qu'on appelle du high yield, du haut rendement. Ça veut dire que vous prenez plus de risques. Et au-delà de s'assurer de la solidité, assurez-vous que le risque pris en vaut la peine, puisque, quelque part, vous voulez être aussi rémunéré pour le fait d'aller chercher des obligations de moins bonne qualité. Allez regarder le rating de votre banque. Voilà, absolument. Des ratings publics, d'ailleurs. Enfin, souvent, oui, c'est public, on les trouve et pour les États et pour les banques, ça sont obligés de assez publier facilement leurs fonds propres, leurs comptes de résultats. Donc, il faut vraiment aller regarder les bilans annuels. Merci beaucoup Pascal. Merci pour ces rappels importants et précieux, effectivement, après les troubles bancaires qui ont marqué le mois de mars. Pascal Sévy qui était avec nous en plateau comme une fois par mois, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée. Nous nous retrouvons en direct à 17h sur Bismart tout à l'heure.